vous concevez qu'une activité complexe, un métier ou une activité sportive dans sa pratique sociale, elle ne peut pas être affective ou motrice ou cognitive, ça n'a aucun sens. Une compétence, c'est toujours l'interaction de multiples ressources hiérarchisées. Donc, et dans ces ressources, évidemment, il y a ce que classiquement on appelle du moteur, du cognitif, de l'affectif. C'est un triptyque qui, pour moi, n'a plus beaucoup de sens. Ça a été utile à un moment donné. Maintenant, cette séparation en trois grandes sphères, ça ne veut pas dire grand-chose, je trouve. Quand on réfléchit aux individus en tant que système complexe et aux groupes en tant que système complexe. Voilà. Là, je veux dire, je comprends. Avant de passer la parole à Eric, simplement, lorsque l'enseignant est en difficulté devant un élève qui est en échec face à une tâche motrice, le problème qu'il a, c'est de savoir s'il est en échec par rapport à ses capacités, le fait de comprendre ce qu'on lui a demandé. Donc c'est aussi le côté de compréhension de la tâche. Je rejoindrai Didier, bien entendu qu'on ne peut pas séparer. Tout à l'heure, j'évoquais Marcel Mauss, bien entendu que l'homme il est total, il est mental, il est biologique, il est social. On retrouve d'ailleurs ce souci définitoire dans l'OMS. Au départ, on réduisait simplement la santé au corps, au bien-être d'un point de vue corporel, et puis on sait bien que maintenant on recherche le bien-être, même au travers des activités sportives, pour des relations de type social et des données aussi de type psychologique. Donc je pense qu'on ne peut pas séparer, cloisonner ce triptyque, il y a une interrelation, donc voici pourquoi c'est une situation bien complexe. Par contre, voilà pourquoi rejaillit complètement le concept de conduite. C'est qu'on ne reste pas simplement sur une manifestation motrice perçue de l'extérieur d'un élève, mais on prend en compte toute justement sa dimension, sur toutes ses facettes, et c'est ce qu'on essaye de transformer. On n'est pas dans un développement de l'enfant, on est dans sa transformation dans toutes les dimensions de sa personnalité. Et voilà en quoi le PS, quand je réfléchis dans sa forme globalisante de la pensée complexe, comme tu as dit, des Morin, c'est cela, c'est se dire comment bien être pour après bien devenir. C'est ça qui m'importe. Donc, quand je suis sur l'éducation physique et sportive, je ne suis pas simplement être efficace pour marquer un but avec une balle. Je suis plutôt en train de me dire, je vais dans une situation où là, il y a autrui pour l'aider, et puis il y a un autrui que je dois aussi deviner, construire, comprendre, décoder. Et c'est là que ça devient riche. Et puis d'autres activités où c'est plutôt le fait que je vis, comme dirait Calois, je vis lynx, les vertiges, ça peut être en gymnastique, ça peut être en escalade. C'est ça, moi, qui m'importe d'observer chez un élève. Et c'est ça qui est intéressant. Vous prenez par exemple le rugby. Est-ce que vous pouvez plaquer dans la vie de tous les jours? Non, carton jaune. Vous avez en prison, vous êtes fou. L'EPS permet de vivre des richesses d'un point de vue des conduites qu'on ne retrouve pas, et nulle part ailleurs. Voilà ce qu'il faudrait un petit peu valoriser dans la richesse d'un élève en EPS, c'est justement toute cette richesse par cette mise en jeu corporelle que l'on retrouve nulle part ailleurs. C'est ce qu'on essaye de défendre au travers justement une éducation de type, on va dire, scolaire et non pas éducation physique, sportive. Oui, moi je suis d'accord avec vous, mais moi je suis aussi sensible à l'enseignement des PS, parce que j'étais il n'y a pas très longtemps encore. Donc il y a aussi l'idée de quand on enseigne devant les élèves, on parle souvent de tâches motrices ou d'élèves en activité motrice, mais aussi l'élève, souvent dans la séance, il n'est pas uniquement en activité motrice. Il est aussi à un moment donné en train d'écouter les consignes de l'enseignant, donc il développe aussi des compétences numériques qui ne sont pas motrices. Et on a trop tendance à oublier, et c'est souvent le cas des jeunes enseignants, ils sont souvent moins sur la tâche motrice que sur le fait d'expliquer les choses. Et on a souvent tendance aussi à cibler la leçon P1, c'est les compétences à développer chez les élèves, mais il y a aussi des compétences à développer chez l'enseignant aussi d'EPS, dans ses cours d'EPS. Donc je voudrais aussi que vous puissiez vous positionner aussi sur les compétences que doit avoir aussi un enseignant d'EPS dans l'acte d'enseignement. Justement, les compétences, l'expertise d'un enseignant, c'est arriver déjà à comprendre dans quelle situation il met l'élève. Parce que si je reprends par exemple dans la revue EPS Philippe Gagnère, qui est un enseignant qui écrit souvent, d'ailleurs dans le CAPES avec François Laville, il disait il n'y a pas si longtemps, il s'occupe de classes de SECPA, des 5e. Il est mis en situation de handball. Pour la compétence à atteindre, il regarde le niveau 1. Et le niveau 1, il n'y arrivait jamais en handball. Pourquoi? Parce que justement, il y a un apprentissage de type formel,
une tâche à atteindre, mais aussi un apprentissage de type informel, comment on retraduit, on retranscrit justement la consigne de l'enseignant. Et eux, leur consigne, après coup, après entretien, etc., et observation, c'était de dégommer le gardien. Donc, pour cette classe de SECPA, il n'arrivait jamais, et pour nous, du fait du rapport autrui, contact, interaction de marque, c'est-à-dire que pour gagner, je dois marquer dans un acte d'opposition avec le gardien, eh bien, comment il a transformé justement cette compétence 3, comment il a pu transformer ses élèves pour atteindre le niveau 1, c'est en prenant un jeu traditionnel, la balle au capitaine. Pourquoi la balle au capitaine? Pas de gardien qui s'oppose à l'interaction de marque, c'est une interaction de marque de coopération, exactement comme on peut le voir avec un frisbee. Donc, c'est-à-dire que quand je marque un point, c'est par un acte de coopération entre le joueur et son capitaine. Et en plus, il n'y a pas de contact. Voilà pourquoi il y a des activités qui sont beaucoup plus facilitantes, et je suis toujours étonné qu'on fait de façon très complexe le choix de pratique, alors qu'on pourrait faire beaucoup plus simple pour atteindre cette compétence. Oui, je vais réagir sur l'idée quelles sont les compétences. Quelles sont les compétences que l'enseignant doit avoir. Vous serez d'accord avec moi que, vu que j'ai décrit des situations complexes, un enseignant, il est dans une situation complexe quand il est face à des élèves. Et je vous ai parlé des pièges de la pensée classique, c'est-à-dire que face à une situation complexe, on a tendance à disséquer, à s'attaquer à des problèmes simples que l'on va isoler. Et je pense que la compétence de l'enseignant principal, ça serait d'être capable de se dire « Ok, je suis face à une situation complexe et c'est pas en séparant cette situation complexe en problèmes simples que je vais en sortir. » Alors, quelques exemples de comportements typiques. Je dirais que quand on sépare déjà en moteur, cognitif et affectif, on essaie de serrer des problèmes qui en soi ne sont pas sériables. On ne peut pas séparer ces choses-là, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Donc, déjà, éviter de faire cette séparation-là, ça ferait du bien. Quand j'entends parler de tâches motrices, et pourtant, mon directeur de thèse était Jean-Pierre Fabon, preuve que j'ai aussi pas mal évolué moi, dans ma vie intellectuelle. Quand j'entends parler de tâches motrices, ça veut dire quelque part qu'une activité complexe comme le handball, comme le football, comme la gymnastique, on est capable de la disséquer en effet en petites parcelles qui auraient du sens toutes seules, mais c'est pas vrai par rapport à la complexité des pratiques sociales. Le trépied n'a aucun sens par rapport à la gymnastique. Le 2 contre 1 n'a aucun sens par rapport au handball. C'est des trucs qu'on disait, ah si, ça a du sens dans un processus d'entraînement où le prof va être capable de jongler entre le complexe, le simple, et pour construire au sein d'un cycle qui va être long, répété, une véritable compétence. Quand je vois l'évaluation, par exemple, quand je vois les enseignants qui se réfugient dans des trucs d'évaluation où ils vont évaluer la complexité d'une pratique sociale en prenant une petite mesure ridicule sur un aspect complètement local de la performance. Oui, j'ai l'impression que les profs ne font pas preuve de leurs compétences. Ils se réfugient dans la simplicité face à des problèmes complexes. Donc la compétence, c'est être capable de prendre en compte la complexité de la situation scolaire telle qu'elle est et de ne pas se la jouer. On va le faire simple parce que ça ne marche pas. Voilà. Dernière question avant de vous donner la parole. Eric, tout à l'heure, a parlé de degré de compétence, un degré de maîtrise de la compétence, excuse-moi. Donc il y a aussi un enjeu essentiel pour l'enseignant, c'est d'évaluer ses élèves, particulièrement sur l'évaluation certificative. La question que je vous pose, c'est est-ce que par rapport au temps moteur qui est donné aux élèves dans le cadre scolaire, au niveau du secondaire, en collège et en lycée, est-ce qu'on a vraiment les moyens de cibler un élève en termes d'acquis? Est-ce qu'il a vraiment stabilisé des compétences? Est-ce qu'on peut être capable de dire à un moment donné, oui, il a stabilisé des compétences? Moi, j'en suis pas certain, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus. Tu dis que l'évaluation, c'est un problème central. Moi, je pense que la compétence, c'est aussi d'éviter les problèmes qui ne sont pas centraux. Oui, je ne sais pas. Quand je dis que la compétence, c'est éviter les problèmes qui n'ont pas de sens, je pense qu'il y a des problèmes essentiels et que l'évaluation n'est pas un problème essentiel. Donc, posons-nous déjà les vrais problèmes et après, on se posera le problème de l'évaluation.
je sais qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais enseignons déjà les compétences, ça c'est utile pour les gamins. Évaluer et rendre des comptes à l'institution, ça c'est plus le problème des élèves, c'est un problème de la discipline. Je dirais que c'est secondaire par rapport au bien-être des gamins. Le problème c'est que les gamins acquièrent des compétences, et je te dirais qu'à la limite, les meilleurs pour les évaluer, c'est eux, parce qu'ils savent très bien quand ils ont acquis la compétence. Le problème, c'est qu'en général, comme il n'y a pas grand-chose, et là on retombe sur la deuxième partie de la question. Oui, en effet, acquérir des compétences, ça demande du temps. Ça veut dire qu'une éducation physique qui papillonne, qui fait pratiquer 15 activités dans des cycles trop courts et avec des enseignants qui, la majeure partie du temps, ne connaissent absolument rien aux activités qu'ils enseignent, parce que les uns et les autres, et j'ai été prof de gym suffisamment longtemps, je maîtrisais assez bien 3 activités, et les autres, je souffrais comme un malade, et j'en rêve, enseigner des choses auxquelles on ne connaît rien, c'est pas efficace, et je ne pense pas que les gamins ont du moins progressé beaucoup en football, au contraire des tiens. Par contre, en gymnastique et en escalade, ils progressaient bien, parce que je maîtrisais. Donc du temps, et puis des enseignants compétents. Merci à toi. La parole est